Comment se débrouilleraient les combattants légendaires si ils étaient à l'UFC? Vous aviez kiffé la première partie, donc aujourd'hui on va parler de la deuxième partie. Alors il y a vraiment plein de combattants que l'on se dit que eux, en fait, dans la vraie vie, s'ils étaient à l'UFC, ils feraient des ravages. Mais les gars, moi je vous dis qu'il y en a des parmi eux qui sont grave surcotés. Il y en a des qui sont vraiment très surcotés. Il y en a des que même moi je les battrais. Soyons honnêtes pendant 2 secondes, ok? Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te présenter ces quelques combattants qui sont légendaires, ces quelques combattants qui sont mythiques, et je vais t'expliquer, selon moi, qui pourrait les battre à l'UFC. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis, retrouvé. Alors, on va commencer tout d'abord par le premier combattant, qui est l'incroyable Hulk, ok? Et les gars, je vous précise, cette vidéo, elle est très premier degré. Très premier degré. N'oublie pas de t'abonner. Alors, pour l'incroyable Hulk, comment est-ce qu'il se débrouillerait à l'UFC? Le premier truc qui est important à savoir par rapport à l'incroyable Hulk, comme tu le sais très probablement, bah ce serait un heavyweight, ce serait un poids lourd, parce que je pense qu'il est dans les 2 m 40, un truc comme ça, genre c'est vraiment un géant lorsqu'il est énervé. Il a une force phénoménale, ça on le sait tous, il a vraiment un super bon KO power. Je le vois plus un petit peu dans l'ancienne génération des heavyweights, ce serait plus le genre de personne qui allait te soulever et te slammer, te jeter et tout ça. Le problème par rapport à l'incroyable Hulk, cependant, c'est tout simplement qu'il a zéro technique. Il a zéro technique en boxe, il a zéro technique en grappling. Genre, c'est comme si il basait toute sa puissance tout simplement sur sa force brute. Donc, c'est un petit peu le cas d'un combattant, un petit peu comme un Francis Ngannou, tu vois. Donc, Francis Ngannou, je pense que c'est le combattant le plus proche de Hulk que l'on peut avoir. Déjà, avant d'aller plus loin, je sais même pas comment est-ce qu'il ferait pour entrer à l'UFC sans se faire virer pour l'utilisation de stéroïdes. Et si on suit le concept de Hulk, à chaque fois qu'il s'énerve, c'est là qu'il commence à prendre en force et devient géant et tout. Donc, un problème par rapport à Hulk, c'est que tout simplement, si tu ne lui, si pendant la conférence de presse, tu ne fais pas le trash talk et que tu restes plutôt respectueux avec lui, tu vas pas affronter Hulk, ok? Tu vas affronter Bruce Banner. Les gars, tu vas affronter Bruce Banner. Regarde-moi la tête de Bruce Banner. La vérité, moi-même, je bats Bruce Banner. Les gars, facilement. Bruce Banner, je le mets KO super facilement. Alors, donc, pour battre Hulk, selon moi, il faut que tu sois un combattant qui est technique, qui est vraiment technique, et qui a un bon menton, on va pas se mentir, parce que il faut que tu sois en mesure de tenir la distance, de envoyer ton jab un petit peu, et tu dois l'amener à la décision. Ou, dans l'autre cas, tu dois être un combattant qui est vraiment super respectueux envers lui. Et ça va faire que, même si tu te bats contre Hulk, ce sera pas vraiment le Hulk prime. Tu vas te battre contre une fusion un petit peu petite entre Hulk et Bruce Banner. Donc, la personne parfaite pour ça, dans la catégorie des poids lourds, là, c'est Cyril Gane. Cyril Gane, je l'ai beaucoup critiqué sur beaucoup de points, mais la vérité, Cyril Gane, il bat Hulk. Et ce ne serait même pas serré, en fait. Ce ne serait absolument pas serré. Les gars, Cyril Gane, il bat Hulk très facilement. Cyril Gane, il démonte Hulk. Il le dépièce, pièce par pièce. Facile. Ok les gars, maintenant on va passer au prochain combattant qui est Teddy Riner. Là on reste encore dans la catégorie des poids lourds. Teddy Riner, je pense que vous le connaissez vraiment tous, c'est une légende du judo. Pas seulement en France, mais dans le monde entier. Donc Teddy Riner, ce qui est intéressant à voir avant que on aille plus loin, c'est qu'il a été... L'UFC l'a courtisé à un moment, donc l'UFC lui avait demandé de venir, mais il avait refusé. Donc, s'il venait déjà, il serait dans la catégorie des poids lourds, là c'est sûr. Il fait 2 m 4 pour 140 kilos, c'est un géant, tu vois. Là, c'est sûr qu'il va aller dans la catégorie des poids lourds. C'est quoi les forces de Teddy Riner? Bah, c'est tout simplement sa lutte phénoménale. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il est connu, tu vois. Si un combat contre Teddy Riner commençait, tu sais très bien que tôt ou tard, il allait te faire un takedown de fou. Il allait te slammer au sol. Et là, c'est là que le combat, il allait vraiment commencer, tu vois. Le problème, c'est que si on parle d'un Teddy Riner qui n'a pas encore vraiment eu de préparation pour le MMA, qui n'a pas vraiment été super entraîné au MMA, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que on ne sait pas encore comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il reçoit des jabs, lorsqu'il reçoit des coups sur la face et tout. C'est un petit peu l'inconnu que l'on aurait par rapport à Teddy Riner en ce moment, tu vois. Mais le truc, en fait, c'est que si Teddy Riner, il prenait peut-être environ... Et là, comme je le dis depuis le début de la vidéo, je suis premier degré. Mais là, je suis encore plus premier degré. Si Teddy Riner, il prenait environ 3 ans pour s'entraîner vraiment au MMA, ce serait un monstre. Ce serait littéralement un monstre. Personne ne l'arrêterait. Parce que, les gars, je pense que vous savez déjà très probablement que c'est beaucoup plus facile de progresser en boxe que en grappling. Et son niveau de grappling, il est tellement phénoménal que s'il apprenait juste quelques bases de boxe, ce serait un monstre.
Tu vois, Khabib, par exemple. Khabib, c'est un lutteur né, tu vois. C'est un lutteur qui a lutté pendant toute sa vie. Khabib, il a zéro striking et il a réussi à devenir champion. Donc moi, je me dis que Teddy Riner, en vrai de vrai, si il s'entraînait au MMA, particulièrement pendant 2 3 ans, il deviendrait champion des heavyweights. Là, je suis quasiment sûr. En vrai, je sais que Aspinal est là, donc c'est chaud. Peut-être qu'il serait pas champion, mais je pense qu'il serait minimum top 3. Minimum, il serait top 3. Il serait vraiment proche de la ceinture, tu vois. Mais avec Aspinall, c'est pas sûr qu'il serait champion. Ouais, il a une boxe sûrement acceptable. Mais donc, selon moi, si il venait à l'UFC juste demain, sans préparation ni quoi que ce soit, Volkov le battrait. Honnêtement, Volkov pourrait le battre. Parce que Volkov, il a une bonne défense de takedown et qu'il va essayer de faire en sorte que le combat reste debout, tu vois. Alors, ouais, moi, selon moi, c'est ça qui va se passer. Et en plus, même au sol, Volkov, il a vraiment un bon sol. Parce que, faut pas oublier que le judo, ça, c'est pour amener ton adversaire au sol, mais c'est pas pour l'y terminer, tu vois. Et Volkov, s'il part au sol, Volkov, il pourra encore naviguer. Donc, moi, je me dis que Volkov, il pourrait battre Teddy Riner. Peut-être pas super facilement, mais il pourrait le battre. Alors, on va passer ensuite à Jean-Claude Van Damme, ok? Jean-Claude Van Damme, on va même pas aller plus loin. Je vais même pas vraiment te faire durer le suspense. T'es pas dans le top 15 des middleweight, frérot. Laisse tomber, lâche l'affaire. T'es pas dans le top 15. Je sais que tous les vieux vont me tomber dessus en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Jean-Claude Van Damme, c'était la bonne époque. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, vous connaissez rien. Les gars, arrêtez. Jean-Claude Van Damme, il est pas dans le top 15 de la catégorie des middleweight. En fait, peut-être à l'époque des Anderson Silva et tout, mais à cette époque-ci, est-ce que tu as vu le top 15 des middleweight? C'est quasiment tous des lutteurs. Quasiment tous des lutteurs. Tu peux me regarder Imavov, tu peux me regarder, comment dire, Khamzat, Dricus. Ils savent quasiment tous lutter. C'est un striker qui est vraiment très flashy, mais moi je me dis que son style de combat, il marcherait pas du tout dans la catégorie des middleweight. Ce serait un petit peu. En fait, lui, ce serait un petit peu un Adesanya wannabe. En vrai. Et vraiment, respect à toi, Jean-Claude Van Damme. Je sais que t'aimes bien l'eau et que dans 2 3 ans, il n'y en aura plus et tout. Like, c'est à capter la ref. Mais en tout cas, il a juste un style de combat beaucoup trop flashy pour être dans la catégorie des middleweight. C'est un petit peu comme un Charles Poutine Magomedov. Tu peux pas vraiment utiliser ce style dans la catégorie des middleweight. C'est un petit peu comme un non, genre c'est comme non, c'est même pas comme un Adesanya, je suis désolé, Adesanya, il l'aurait démonté. Mais le truc par rapport à Jean-Claude Van Damme, c'est qu'il aurait un Dana White privilege infini. Infini. Il aurait le White privilege de fou parce que il a du charisme, il a une belle gueule, il a un style de combat flashy. Sûrement, s'il rentrait à l'UFC, peut-être qu'il allait venir, il allait prendre un ou deux adversaires non classés, il allait les mettre KO. Et automatiquement, Dana White allait lui donner un title shot. Parce que déjà, en plus des points que je t'ai donnés, en plus de ça, il est français. Alors qu'on sait très bien que l'UFC, ça fait un moment qu'ils sont un petit peu en train d'essayer de toucher le marché français. Et ouais, c'est ça. Mais le truc en plus de ça, c'est que Jean-Claude Van Damme, il a pas de menton. Bon, il s'est fait knockdown par Attila. Il s'est fait knockdown facilement, en mode boum, il tombe. Imagine maintenant, tu vas te battre contre un combattant comme, je sais pas moi, un Adesanya, un Robert Whittaker. Imagine, tu dois rester pendant 15 minutes face à un Sean Strickland qui fait que t'envoyer des jabs. Tu vas tomber. Et il a une garde juste trop ouverte. Je suis désolé. Pour la catégorie des middleweight, il a une garde trop ouverte. Il va commencer à se battre. Il va faire comme ça. Il va se faire. Bon, le gars, il se bat. Il va faire des trucs un petit peu comme. Ah. Bon, il va se faire amener au sol tellement vite. Il va se faire. Il va se faire takedown tellement vite. Je sais pas si j'ai enlevé le focus. La vidéo la plus street. Il va se faire takedown tellement facilement. Donc moi, selon moi, il y a vraiment plein de combattants qui peuvent le battre dans la catégorie des middleweight, mais l'un des plus flagrants, bah, c'est très clairement Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, il l'aurait démonté. Je pense que ça n'allait même pas faire 1 minute, 1 ou 2 minutes, maximum. Khamzat Chimaev l'aurait terminé rapidement, tu vois. On va passer au prochain combattant qui est Naruto. Uzumaki Naruto, déjà, on sait très bien que c'est un flyweight, parce que, bon, déjà, je sais même pas comment est-ce qu'il ferait pour entrer à l'UFC, déjà qu'il est mineur. À part si on parle vraiment de Naruto lorsqu'il a grandi et tout, et qu'il était... Déjà, si on parle de ce Naruto, je vous conseille même pas qu'on parle de ce Naruto, parce que ce Naruto, il est devenu vieux et nul, ok? Il se fait frapper par sa fille. Donc, si on parle de Naruto Prime, donc on voit que c'est un flyweight, et déjà, je vais préciser, ok? Tu vas pas me ramener tes trucs de Rasengan, tu vas pas me ramener tes trucs de chakra, tous tes trucs là, ok? Là, on parle vraiment en termes de taijutsu, pour les connaisseurs de Naruto. Vraiment en termes vous donnez des coups de poing et on rate qui gagne, tu vois? Parce que c'est ça l'UFC. Parce que sinon, si on rentre pas dans cette équation, bah John Jones, il pourrait entrer à l'UFC et ramener ses guns, ok? Donc là, on parle à armes égales.
Donc Naruto, on sait très bien que c'est un flyweight. La grande force de Naruto, c'est déjà que c'est un ninja. Donc il a vraiment beaucoup de techniques, il a un bon taijutsu et tout. Il est super résilient parce qu'il est du clan Uzumaki. On a dit que dans le clan Uzumaki, les gens, ils se font pas knock-out. C'est un petit peu comme les scouts. Bon, après, ça, c'est argumentable aussi également parce que Naruto, on a vu quelques événements, ok, Naruto? On a vu quelques événements. Le truc par rapport à Naruto et au clan de Konoha en général, c'est que je ne sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi le problème, mais le village de Konoha, je veux dire, mais tout leur village, ils ne forment que le même type de combattants, ils ne forment que des strikers, absolument que des strikers. Moi, c'est pour ça que je me dis que, déjà, unpopular opinion, je sais pas si cet avis il a déjà été énoncé une fois dans l'histoire de l'humanité, mais s'il a été énoncé, il est déjà très probablement impopulaire. Mais le Daghestan, c'est supérieur à Konoha. Le Daghestan est meilleur que Konoha. Le Daghestan forme des meilleurs combattants que le village caché de Konoha, je pense. Donc, en fait, c'est ça le truc. Leur style de combat est tellement axé sur le striking que juste un takedown c'est terminé en fait. Juste un takedown c'est terminé. Et en plus de ça, un gros désavantage de Naruto, c'est que Naruto, en particulier, même si je parlais de Rock Lee et tout ça, ça aurait été un petit peu différent. Mais si on parle de Naruto, bah, sans ses clones, il est plutôt nul en vrai. Sans ses clones, il est plutôt nul parce que lorsque tu regardes bien, Naruto, quasiment contre tous les adversaires contre qui il se battait, que ce soit, je sais pas, Sasuke, quasiment tous les adversaires contre qui il s'est battu, bah il est venu en groupe, il est venu avec tous ses clones. Mais là, moi je te parle d'entrer dans l'octogone, toi seul contre une autre personne, il va se faire démonter. Naruto se ferait tellement démonter à l'UFC, ce serait une dinguerie en fait. Je pense même pas qu'il serait dans le top 10 de la catégorie des flyweight. Bon, peut-être, mais ce serait compliqué. Ce serait très compliqué. Ah ouais, il a un menton discutable. J'avais oublié de parler de ça, mais il a un menton très discutable. Parce que si tu te fais knockdown par Sakura, si tu te fais knockdown par ta fille Imawari, là il y a un petit problème, tu vois. Là il y a vraiment un problème. Euh, donc moi, comme adversaire pour battre Naruto, moi j'avais dit Kaya Sakura. Mais je pense que les gens vont dire que c'est raciste. Donc, mais après les gars, regardez un petit peu. Vous avez pas l'impression que ça donne une vibe de Naruto contre Sasuke? Honnêtement, Kaya Sakura contre Naruto, ça donne un petit peu. Ok, d'accord, je suis pas raciste. Donc je dirais que Naruto, il devrait pouvoir être en mesure de perdre contre Manel Cap. Parce qu'ils auront un petit peu le même style de combat. Manel Cap, il va pas essayer d'amener ce combat au sol. Et honnêtement, même si Manel Cap perd, je sais que ce serait un combat qui serait super divertissant. Parce que déjà, je sais que c'est un combat qui va très probablement partir à la décision. Ou peut-être que Manel Cap pourrait mettre KO Naruto, hein. On va pas se mentir, parce que Naruto, déjà, il a pas un KO power de fou. Je peux pas vraiment souvenir de voir Naruto mettre KO quelqu'un sans utiliser de Rasengan ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me dis que Manelka pourrait battre Naruto. Manelka pourrait très bien battre Naruto par TKO, en fait. En fait, c'est ça le truc, parce qu'il pourra pas le mettre KO, donc très probablement par TKO. Spider-Man. Ok, donc Spider-Man, les gars. Genre, hear me out, ok? Spider-Man, déjà, je me dis que très probablement ce serait un featherweight. Parce que je pense qu'il devrait pouvoir être en mesure de faire le poids pour entrer dans la catégorie des featherweights. Spider-Man, le truc qui est compliqué avec lui, c'est qu'il a des super bons déplacements. C'est lié au fait qu'il a le Spider Sense, donc ça veut dire que littéralement, il peut un petit peu anticiper ce que tu vas faire et il esquive. C'est un petit peu le cas d'un Anderson Silva. Donc il aura vraiment des super bons head movements, il va être super rapide. Avant même que tu attaques, il peut déjà être sur ton dos, il va essayer de te mettre des rear naked choke. Moi je me dis que Spider-Man, il se débrouillerait mieux à l'UFC que Naruto. Naruto c'est une grosse fraude. Il a un super bon striking. Et sa rapidité, je me dis que ça va peut-être lui permettre de pouvoir bloquer plusieurs takedowns. Parce que, bon, on sait très bien que Spider-Man, ce serait peut-être pas le plus grand génie au sol, ok? Déjà qu'il est léger. Pour un featherweight, parce que moi je le vois en featherweight. Pour un featherweight, je me dis qu'il est très léger. Je me dis qu'il a l'air plutôt léger. Même s'il est long en taille, ça va un petit peu compenser. Ou peut-être un bantamweight, parce que j'aimerais bien voir un combat entre Spider-Man et Sean O'Malley. Même si je me dis quand même, à la fin de la journée, quand même, j'aime bien Sean O'Malley et tout, mais je pense que Spider-Man battrait Sean O'Malley. Spider-Man, il peut se faire mettre KO. C'est un truc à prendre en compte. Il s'est fait mettre KO plusieurs fois. Il a perdu contre le bouffon vert, il a perdu contre Venom. Il s'est beaucoup fait knockdown et knockout. Donc, Spider-Man, ça c'est un truc à prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis que Spider-Man, la personne qui lui causerait le plus de difficultés, ce serait le Matador. Ilia Topuria ferait des choses
incroyables. Il ferait des choses dégoûtantes à Spider-Man. J'ai pas l'impression que ça sonne bien ce que je viens de dire. J'ai pas l'impression que ça sonne bien, mais en tout cas, t'as capté que Ilya Topuria, il ferait du mal à Spider-Man. Parce que, étant donné que Spider-Man, c'est un combattant qui est très rapide, je verrais un petit peu ce combat comme un Ilya Topuria contre un Max Holloway. On allait voir un petit peu Ilya Topuria qui allait suivre Spider-Man, lui mettre la pression. Spider-Man, il allait un petit peu essayer de reculer, il allait jouer sur son jab. Et dès que Spider-Man il allait commencer à faire des moves de Marvel, comme essayer de lui envoyer un gros spinning back kick, bah Ilya Topuria, il allait juste duck under, c'est-à-dire il allait juste passer en bas, se protéger, et lui envoyer un crochet du gauche, suivi d'un uppercut du droit. Et là, Spider-Man il allait s'éteindre brutalement. Moi, je me dis que ça allait être très, très choquant. Tu allais voir Mary Jane qui allait pleurer dans la foule et tout. Ce serait vraiment méchant ce que Ilya Topuria ferait à Spider-Man. Les gars, en fait, vous, j'ai l'impression que vous avez un petit peu trop tendance à surcoter ces combattants en tant que tels et à sous-coter les combattants de l'UFC. Les combattants de l'UFC, en vrai de vrai, ils devraient juste porter des capes et devenir des super-héros à ce point. Donc, ensuite, on va parler du GOAT des GOAT, je veux dire, donc le dernier, en la personne de, roulement de tambour, boum, Jake Paul. Alors, Jake Paul, je me dis qu'il pourrait se battre dans plusieurs catégories parce qu'il s'est battu déjà en heavyweight, il s'est battu en light heavyweight et il s'est battu en middleweight. Mais je me dis que la catégorie qui l'arrangerait le plus, ce serait très probablement la catégorie des middleweight. Il a un record en boxe de 11-1 et je dois préciser quand même, les gars, avant que l'on aille plus loin, que Jake Paul n'est pas un mauvais boxeur. Jake Paul n'est vraiment pas un mauvais boxeur. Les gens, ils ont tendance à lui tomber dessus en mode ouais, il est super nul et tout. Jake Paul n'est pas nul, ok? Jake Paul, c'est un boxeur all-right. C'est vraiment un boxeur all-right parce que quand même, il a un record de 11-1. Ça va, quoi. Après, je sais que c'est normal de détester Jake Paul. Moi non plus, je l'apprécie pas. Mais je voulais préciser ça, en fait. Qu'est-ce que Jake Paul a battu? Jake Paul a battu Mike Perry, Nate Diaz, Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren, et il a battu la majorité d'entre eux par KO. Je pense qu'il a mis KO Tyron Woodley, Anderson Silva, Mike Perry, je pense qu'il les a tous mis KO. Mais la vérité, c'est que s'il entre dans la catégorie des middleweights, il va se faire il va se faire démonter par n'importe qui du top 15. Je suis désolé frérot, mais tente pas dans le top 15. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle Jake Paul, même avec de l'entraînement, ok, même avec de l'entraînement en MMA, je sais qu'il s'entraîne déjà en MMA et tout, mais il se ferait tuer. Il se ferait tuer. Parce que dans la catégorie. En fait, le problème, c'est la catégorie des middleweight en tant que telle qui est vraiment trop axée sur la boxe. Elle est vraiment trop axée sur la boxe. Je sais pas, genre, peut-être il pourrait affronter un. Peut-être il pourrait battre Michel Pereira à la rigueur. Mais à part ça, moi je me dis que. Même Marvin. Pardon, j'étais en train d'essayer avec Marvin Vettori, parce que Marvin Vettori, je sais qu'il a un style de combat bien axé sur la boxe. Mais même lui, il mixe vraiment beaucoup sa lutte. Donc, je me dis que non, en fait. Jake Paul, il battrait personne dans le top 15. Un exemple d'une personne qui le battrait facilement, ce serait Jared Cannonier. Je sais pas, mais voir ces deux-là, l'un à côté de l'autre, ça fait bizarre. On dirait que c'est là que tu vois les différences de paye entre l'UFC et la boxe, en fait. Regarde Jake Paul, regarde Cannonier. Cannonier, bon, il a l'air en hesse dans cette photo. Je sais pas. Après, je t'aime bien, Cannonier. Genre, c'est que du respect et tout, même si je sais que tu vas pas tomber sur cette vidéo. Mais bon, en tout cas, c'est ça que j'avais à vous dire par rapport à ces quelques combattants légendaires. J'ai fait une partie 2. Si vous voulez une partie 3, bah juste dites-le moi, je ferai une partie 3. Et voilà, donc si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone, pendant l'espace commentaire et dis-moi si tu penses qu'il y aurait d'autres combattants qui se débrouilleraient peut-être mieux ou pire. Dis-moi ce que tu penses de ces certains combattants. N'oublie pas de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, la famille, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais je sais que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau payeur. Si j'arrive, je fais un dawa, je de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, je savais pas moi, tant de parents.